Comment ça, un réflexe à 7 299 €? Non mais franchement, Nikon, à qui vous pensez vendre ça? À quoi ça peut bien servir? Et puis surtout, c'est pas ça qui va me permettre de faire des meilleures photos, c'est un peu n'importe quoi. Bonjour, c'est Jean-Christophe pour Nikon Passion et aujourd'hui je voudrais répondre aux questions qui arrivent suite à l'annonce officielle du nouveau Nikon D6, le remplaçant du Nikon D5, le réflexe pro de la marque Nikon. Alors pourquoi ce réflexe existe? À qui est-ce qu'il peut bien servir? Quels besoins est-ce qu'il rend? Et puis aussi, qu'est-ce qui justifie ce tarif astronomique? Le Nikon D6, c'est donc le remplaçant du Nikon D5 dans la famille des Nikon Pro à un chiffre, depuis le D1, D2, D3, D4, D5 et D6. Et c'est un réflexe qui reste relativement traditionnel par rapport à tout ce que l'on connaît aujourd'hui dans la gamme hybride Z6, Z7 chez Nikon. Donc on est bien toujours dans un mode réflexe, dans un monde réflexe. On a bien toujours une visée optique traditionnelle couplée à une visée live view, mais surtout ce Nikon D6, c'est le fer de lance de l'offre Nikon, c'est le boîtier qui brille par rapport à cette gamme, avec des performances qui sont à la hauteur du tarif du boîtier, puisque, je le disais en introduction, lancé à 7 299 €, il ne s'adresse pas à tout le monde, et c'est justement par là que je voudrais commencer. Voici les 6 raisons qui justifient ce boîtier. Alors il faut savoir qu'un tel boîtier, ça s'adresse principalement aux photographes professionnels de sport. Ce sont eux qui utilisent ce boîtier le plus souvent, qui ont de vrais besoins que ce type de boîtier sait couvrir et qui remontent régulièrement des besoins, des demandes d'amélioration à Nikon, aux autres marques aussi bien sûr, mais à Nikon pour que ce type de boîtier continue à évoluer et leur permette de satisfaire leurs besoins. Alors quels sont ces besoins? J'en ai identifié 6. Le premier, c'est d'avoir un boîtier qui propose un capteur capable d'encaisser les écarts de luminosité sur un stade, par exemple, ou dans une compétition. Imaginez que ces photographes-là, ils travaillent sur les grands événements internationaux, les JO, les Coupes du Monde, les Championnats du Monde, et il y a souvent des luminosités qui sont avec une très grande dynamique. Si vous pensez aux Jeux Olympiques d'hiver, par exemple, avec la neige, eh bien, vous vous doutez bien qu'entre un ciel bleu, quand ils ont cette chance-là, bien brillant, et puis la neige qui va refléter la lumière, on a des conditions très particulières. Or, ce sont des pros et ils n'ont pas le droit à l'erreur. Il faut que ce même capteur puisse sortir des images JPEG sans bruit, ça va avec, sans bruit et beaucoup de dynamique. Simplement, pourquoi du JPEG? Parce que le pro doit livrer ses photos très vite et il n'a pas le temps de les retoucher, il ne le fait pas. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est livrer du JPEG fine et l'envoyer à son agence. Le deuxième besoin d'un photographe pro de sport, c'est un autofocus à toute épreuve. Alors bien sûr, l'autofocus doit suivre le sujet, mais il doit faire plus que ça, il doit coller au sujet. Un saut en hauteur, des compétitions de foot, de rugby, où les joueurs vont partir dans des directions qui sont parfois imprévisibles, eh bien l'autofocus doit attraper le sujet et ne plus le lâcher jusqu'à ce que la photo soit faite. Et ça demande vraiment des caractéristiques particulières pour un autofocus qui ne sont pas celles des réflexes, bien sûr, amateurs, experts, voire même pro type D850. Le troisième besoin des photographes de sport professionnels, c'est une stabilité de la balance des blancs, de la colorimétrie à toute épreuve. Imaginez là aussi que lors d'une course, je vais reprendre l'exemple d'un 110 mètres haies, où vous avez des conditions d'éclairage dans un stade en nocturne qui peuvent varier d'un endroit à l'autre de la course selon où se trouve le sujet, selon qu'il passe sous la lumière ou qu'il est 2 mètres plus loin. La colorimétrie des photos sur une rafale en particulier doit être identique et ça c'est vraiment un besoin qu'ils ont pour pouvoir livrer des photos les plus homogènes possibles. Le quatrième besoin d'un photographe professionnel de sport, c'est de pouvoir livrer ses images le plus vite possible. Pas le soir même, pas le lendemain, bien sûr pas la semaine suivante, mais pendant la compétition la plupart du temps. Les photos qui sont faites en début de match, par exemple, sont postées sur les sites internet des magazines spécialisés pendant le match. Le cinquième critère que les photographes de sport professionnels demandent à leur boîtier, c'est d'être résistant à tout. À la pluie, à la neige, aux poussières, aux différentes intempéries, au froid, au chaud, au choc, à vraiment tout ce qui peut arriver. Là aussi, entre des JO d'été ou des championnats du monde, comme on l'a vu récemment dans certains pays où il faisait plus de 40 degrés, et les JO d'hiver où il peut faire moins 20, moins 30 peut-être à certains endroits, ils ont le même matériel et ce matériel doit être capable de répondre avec les mêmes performances dans toutes ces situations. Enfin, sixième critère que demandent les photographes pros, c'est de l'autonomie.
Il n'est pas question, bien évidemment, de devoir changer les batteries en cours de compétition. Alors, on pourrait imaginer que sur une compétition un peu plus longue, ils se permettent de changer une batterie, ça peut aller assez vite. Mais lors d'un match, eh bien, ils doivent rester concentrés pendant toute la durée du match, parce qu'à tout instant, il peut se passer quelque chose. Et prendre ne serait-ce que 30 secondes pour changer une batterie, ça peut être un temps un petit peu trop long qui leur fait rater une occasion. Rater une occasion, c'est rater une photo. Rater une photo, c'est ne pas se mettre en avant par rapport à leurs collègues. Et vous savez probablement qu'en matière de photographie de sport, la compétition est rude chez les photographes aussi. Alors, ce Nikon D6 qui vient remplacer le D5, qu'est-ce qu'il apporte par rapport à son prédécesseur, d'une part, mais surtout en réponse à ces différents besoins des photographes professionnels de sport? Il arrive avec un capteur, plein format bien sûr, de 20,8 millions de pixels. Pas de mystère, c'est le capteur du D5 qui a été repris dans le D6. C'est un capteur que l'on ne retrouve pas ailleurs dans un autre boîtier de la gamme Nikon, qu'elle soit réflexe ou hybride. C'est un capteur bien spécifique qui est conçu en petite série d'ailleurs pour ces boîtiers-là. Ce capteur, il a bien sûr avec 20 millions de pixels des bons gros photosites qui vont encaisser la lumière et qui vont lui permettre de réduire au minimum le bruit. Et la différence entre le D5 et le D6, c'est que le D6 gagne un bon cran en ISO que n'avait pas le D5. Alors vous allez me dire, mais si c'est le même capteur, comment c'est possible? Eh bien tout simplement parce que il faut savoir que la montée en sensibilité et la gestion du bruit, elle vient du capteur bien sûr, mais elle vient aussi du traitement numérique qui est fait après la prise de vue, donc l'information qui est prise du capteur et qui est traduite en information photo qui va être stockée sur la carte, eh bien ces données-là, elles sont traitées par un processeur. Or, c'est du calcul numérique et le traitement d'image, plus le processeur est rapide, plus il va pouvoir faire d'opérations en un temps déterminé et améliorer la gestion du signal. Que contient le Nikon D6? Un processeur Expeed 6 qui est le processeur de traitement d'image chez Nikon, qui ne fait pas que ça mais qui fait aussi le traitement d'image. L'Expeed 5 dans le Nikon D5, Expeed 6 dans le Nikon D6. Pour la petite histoire, l'Expeed 6 c'est celui que vous retrouvez dans le récent Nikon D780 comme dans les hybrides Z6 et Z7. On a une plage focale qui va de 50 ISO en basse sensibilité à 102 400 ISO en haute sensibilité, ça c'est la plage nominale, la plage standard, et en plage étendue, accrochez-vous, le Nikon D6, tout comme le Nikon D5, ceci, il n'y a pas de différence à ce niveau-là, va grimper à 3 280 000 ISO. 3 millions d'ISO, c'est n'importe quoi? Et non, ce n'est pas n'importe quoi. Alors bien sûr, n'envisagez pas de faire des photos à 3 millions d'ISO, ce n'est pas le type d'utilisation que l'on va avoir à ces sensibilités-là, mais il faut savoir qu'il y a des utilisateurs de ces boîtiers qui ont des besoins bien particuliers, qui ne sont pas photographes, qui ne sont pas vidéastes non plus, mais qui œuvrent dans le domaine du renseignement, de la sécurité, et eux, leur besoin, c'est d'être capable d'identifier des scènes, de faire de la reconnaissance de scènes, et de savoir que lorsqu'il y a, par exemple, une opération de police ou de type GIGN par exemple, renseignement, eh bien lorsqu'il faut intervenir, il est critique pour ces gens-là de savoir en pleine nuit par exemple, à distance, si une porte s'ouvre vers la gauche ou vers la droite, si elle a une poignée ou deux, s'il y a un obstacle à côté, voilà, toutes ces informations-là qui ne nécessitent pas de faire une belle photo, mais qui nécessitent juste de reconnaître des éléments dans une image. Vous voyez un usage qui n'a strictement rien à voir avec la photographie, mais qui passe par l'utilisation d'un appareil photographique quand même. Le Nikon D6 va satisfaire également les photographes de sport avec un mode rafale qui passe à 14 vues par seconde, c'était 12 sur le Nikon D5, 14 vues par seconde avec suivi de la mise au point, suivi de l'exposition bien évidemment. Sachez que le buffer, la capacité des deux cartes XQD que l'on va retrouver sur ce boîtier lui permettent d'enregistrer 200 photos au format RAW consécutif, donc en mode rafale vous pouvez déclencher jusqu'à 200 photos. Alors, pourquoi 200? Parce qu'il faut bien s'arrêter quelque part, et que c'est déjà énorme. Imaginez sur un 100 mètres olympique, 14 vues par seconde, ça dure en gros 10 secondes, ça fait 140 photos. 140 photos, 200 de capacité, ils ont de la marge, tout va bien. La nouveauté majeure du Nikon D6, c'est son module autofocus, dénommé Nikon Multicam 37K, c'était le 20K dans le Nikon D5 pour la petite histoire. Alors, ce module autofocus, il comporte 105 collimateurs AF. Il y en avait 153 dans le D5,
comme dans le D850 et le D500. Alors vous allez me dire, mais pourquoi passer de 153 à 105? Finalement, on perd. Eh bien non, on ne perd pas parce qu'il y a collimateur et collimateur. Le D6 dispose donc de 105 points qui sont répartis de façon plus homogène dans la zone centrale du viseur que cela ne l'était sur le D5 ou que ça ne l'est sur les D850 et D500. Ces 105 collimateurs sont tous en croix, il n'y en avait que 35 sur le D5. Certains sont même en triple croix. Alors comment les ingénieurs de Nikon ont réussi à faire ça? Eh bien, je vous laisse consulter le test que j'ai publié sur Nikon Passion dans lequel vous avez tous les schémas et les explications parce que ce serait trop long à raconter en vidéo. Mais sachez que donc cet autofocus, il a capacité à attraper un sujet et comme m'a dit un photographe pro qui a déjà utilisé le boîtier en test, à coller au sujet, à adhérer au sujet, à ne plus jamais le lâcher. La densité de collimateur, la répartition qui est faite sur le D6 diffère de celle du D5 et manifestement le suivi AF est encore meilleur. Autre nouveauté de ce D6, c'est une nouvelle fonction qui s'appelle Eye Tracking. Alors l'Eye Tracking, ça va vous faire penser à l'IAF sur les hybrides, le suivi de l'œil. Le boîtier va voir mon œil ici, va me proposer de le suivre et quand je vais bouger, va toujours rester collé sur l'œil. Alors bien sûr, ça c'est propre à l'hybride, la technologie autofocus des réflexes ne permet pas d'avoir ce type de suivi. Par contre, ce qu'ont fait les ingénieurs de Nikon, c'est qu'ils ont combiné les capacités de détection des visages de l'autofocus du réflexe, qu'on avait déjà depuis pas mal d'années sur les réflexes, avec les capacités de suivi 3D et la nouvelle organisation de ces collimateurs du D6, pour créer cette fonction qu'ils ont appelée Eye Tracking. Alors volontairement, je pense qu'ils ne l'ont pas appelé IAF, parce que IAF, ça fait vraiment penser au suivi de l'hybride, qui lui est encore plus performant et surtout différent dans sa philosophie. Mais l'Eye Tracking va vous permettre de décider quel œil vous voulez suivre sur votre sujet, et de dire au boîtier, tu m'attrapes ça et tu ne le lâches plus. Et c'est ce qui se passe généralement en photo de sport, c'est que imaginez que le photographe veuille suivre un joueur, par exemple, sur un match, eh bien, il va chercher l'œil du joueur qui l'intéresse, très probablement, et puis il va le suivre pendant son action, en sachant que pendant cette action, le joueur va avancer, reculer, partir à droite, à gauche, monter, sauter, quelqu'un va lui passer devant, le ballon va passer devant, il va se retourner, et pendant toute cette action-là, l'AF doit suivre le sujet. Alors bien sûr, s'il se retourne, il ne va plus suivre l'œil, mais il doit être capable de le retrouver au retour. C'est ce que va permettre de faire le Nikon D6, que ne faisait pas le Nikon D5, qui est déjà hyper performant en autofocus quand même, mais le D6 va apporter cette dimension supplémentaire et ces capacités supplémentaires. Autre information concernant ce module autofocus, vous connaissez les deux modes groupe du D5, donc une façon qu'a l'autofocus de grouper des collimateurs pour assurer un suivi. Eh bien, sur le Nikon D6, il n'y a pas de mode groupe, mais il y en a 17. Alors, 17 aussi, vous allez me dire, mais attends, comment je fais pour choisir un mode parmi 17? Eh bien, vous allez simplement considérer la situation de prise de vue dans laquelle vous vous trouvez. Alors, les pros savent ça par cœur, hein, ils arrivent sur le stade et ils connaissent le sport, ils connaissent le match, ils connaissent même les joueurs souvent, donc ils savent dans quoi ils tombent et ils savent tout de suite dans quel type de situation ils vont se trouver. Pour vous donner un exemple, le pro avec lequel j'en ai parlé m'a dit qu'avec le D5, sur des actions un petit peu violentes, il arrivait à avoir 3 photos nettes sur 5. Avec le D6, la personne avec qui j'en ai parlé m'a dit, pour le moment, je suis à 5 sur 5 et je n'ai pas de déchets. Alors, il y a toujours une part de hasard dans tout ça, mais il semblerait que là aussi, on ait un progrès par rapport au D5, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bien sûr, ce Nikon D6, il arrive avec un écran arrière tactile. Il dispose du Wi-Fi et du Bluetooth intégrés au boîtier. Alors, il est donc compatible avec StackBridge, ce que n'était pas le D5. Et puis, surtout, il innove avec un module GPS intégré au boîtier. Regardez bien les photos d'illustration et vous verrez qu'au niveau du prisme, eh bien sûr, il n'y a pas de flash intégré sur un boîtier comme ça. Au niveau du prisme, il y a à l'intérieur du boîtier un petit module GPS qui va permettre au boîtier de stocker les données de localisation dans les données EXIF des images. Alors pourquoi est-ce que Nikon s'amuse à mettre ça sur un boîtier pro? Il y a bien sûr une raison, c'est que selon le type de photo et le lieu où les photographes font leurs photos, ils ont besoin de légender leurs photos pour les agences et puis de donner des informations complémentaires. Et en particulier,
alors si c'est pas un stade, parce qu'un stade on connaît l'adresse, mais par exemple sur des JO, eh bien ils peuvent être forcés de donner les coordonnées, la localisation de l'endroit où ils ont fait la photo. Eh bien le module GPS va leur éviter de saisir manuellement ces informations-là, c'est du temps de gagner, et le temps c'est de l'argent quand on est photographe professionnel et qu'on doit vraiment livrer ses photos très vite. Et je vous avoue que je serais preneur d'un tel module sur les réflexes ou les hybrides de catégorie inférieure, parce que c'est quand même bien sympa d'avoir la localisation de ces photos quand on voyage par exemple. Donc voilà pour tout ça. Alors au final, vous allez me dire, ok, mais quand même, 7 299 € prix TTC public. Bah oui, parce que il faut voir que ces boîtiers-là sont produits en petite série. Alors petite série à l'échelle de Nikon dans le monde quand même, mais ils ne vont pas se vendre autant qu'un Z6 aujourd'hui, un D850 ou un D750, et que forcément, eh bien, le coût de production n'est pas le même quand vous faites des plus petites séries que quand vous faites des plus grandes séries. Le capteur est spécifique, par exemple, il n'est pas repris dans un autre boîtier, donc là aussi, petite fabrication. Ce module autofocus est une conception nouvelle, alors certes, il est construit sur les bases des modules autofocus précédents chez Nikon, mais ça a demandé des coûts de développement qui sont importants. La construction du boîtier, elle est robuste, là aussi, tout ça, ça a un prix, donc tout est à ce niveau-là. Il faut considérer que quand vous avez un Nikon D6, vous avez le summum de ce qui se fait en matière de réflexe pro aujourd'hui. Après, sachez également une chose, quand même, c'est que à ce tarif-là, vous pourriez dire, mais c'est pas pour l'amateur, attends, 7300 €, voilà quoi. Eh bien, détrompez-vous, le marché des boîtiers pro chez Nikon en particulier, c'est 70% d'amateurs sensiblement pour environ 30% de pros. Alors pourquoi? Parce que les pros n'ont pas tous 7300 € à dépenser dans un boîtier, malheureusement, hein. Alors les photographes sportifs font aussi durer le matériel parce qu'il y a un investissement, et là on parle juste du boîtier, mais ils ont généralement des téléobjectifs qui coûtent des milliers d'euros, pour pas dire même plus. Et ceci dit, il y a d'autres photographes pros qui aimeraient bien avoir ces boîtiers, mais qui malheureusement, étant donné l'état du marché aujourd'hui, ne peuvent pas se les payer. L'amateur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, bien sûr que l'amateur n'a pas besoin d'un tel boîtier. Maintenant, il y a aussi des gens qui apprécient le beau matériel et qui se font plaisir. Il y a des gens pour qui c'est, passez-moi l'expression, mais c'est un peu un marqueur social que d'avoir un boîtier comme celui-ci, et qui se font plaisir aussi. Eh bien, écoutez, très sincèrement, je pense qu'on peut remercier ces gens-là, et si vous en êtes d'ailleurs, tout le monde vous remercie, parce que ça va permettre de multiplier les ventes et les volumes de production de ce type de boîtier, et que plus le volume de production augmente, plus le coût de production baisse, ou tout au moins n'augmente pas en proportion, donc c'est tant mieux pour les pros. Je vais vous laisser là avec toutes ces informations. Je vous rappelle que vous pouvez trouver la présentation détaillée du Nikon D6 sur le site, donc je vous mets le lien dans la description. Allez voir, cliquez, dépliez la description et puis cliquez sur le lien pour lire tout ça. Vous y verrez plein d'informations détaillées avec des photos et puis des illustrations aussi qui vont vous permettre de mieux comprendre tout ce que je viens de vous raconter. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous retrouve sur un Nikon Passion. À très vite. Merci.